Chapitre 6. Été 1965. Je te présente Stephen, mon fiancé dont je t'ai parlé. Stephen, voici Jocelyne Bell, mon amie qui habite dans l'appartement juste en face. Elle fait actuellement une thèse d'astronomie. J'ai pensé que vous auriez peut-être des choses à vous raconter. Jen avait fait rapidement les présentations. Elle avait invité Jocelyne à passer la soirée du vendredi soir chez elle, en compagnie de celui qui deviendrait bientôt son mari. Jen avait rencontré Stephen quelques mois plus tôt au cours d'une soirée qui était organisée par une confrérie étudiante de Trinity Hall College. Stephen ne participait que rarement à ce genre de festivités, mais y était allé, cette fois, poussé par un ami mathématicien qui disait toujours que la vraie vie n'était pas dans les équations. Et il avait bien fait. La danse maladroite et l'humour du jeune physicien avaient séduit la linguiste qui avait 2 ans de moins que lui. Stephen paraissait un peu timide, assis là sur son fauteuil. Jen avait pris une chaise et avait laissé l'autre fauteuil à Jocelyne. Alors tu fais une thèse en astrophysique lança Jocelyne qui avait remarqué la présence d'une canne sur le bord du fauteuil. Pas tout à fait, répondit Stephen. J'étudie l'univers, mais dans sa globalité. J'étudie la gravitation. Le jeune étudiant, au sourire étrange, parlait lentement, comme s'il avait un peu de mal à articuler certains mots. C'est ce qu'on appelle la cosmologie, c'est ça? Oui, on peut appeler ça comme ça. Je fais de la théorie. À la fin de mon master à Oxford, j'avais commencé à m'intéresser à l'astronomie, mais les sujets qui étaient proposés ne m'allaient pas. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de comprendre comment fonctionne l'espace-temps, et donc la relativité générale. Et tu explores quel sujet dans ta thèse alors? Je l'ai divisé en 4 chapitres distincts qui correspondent à 4 problématiques qui valent le coup d'être étudiées pour mieux comprendre certaines choses. Là, je suis en train de terminer mon dernier chapitre. Il est consacré aux singularités dans l'univers. Aux singularités? Demanda Jocelyne. Le début et la fin de l'univers, si tu préfères. Je démontre que l'apparition de singularités est inéluctable dans la métrique de Robertson-Walker. Dans mes autres chapitres, j'étudie le rayonnement gravitationnel et les perturbations gravitationnelles. Je montre, par exemple, que les galaxies ne peuvent pas avoir été créées à partir de perturbations très petites du champ gravitationnel. C'est intéressant. Moi, je fais de l'observation. C'est très différent, hein. Enfin, je vais faire de l'observation. Pour l'instant, je construis mon outil de travail, ajouta Jocelyne. Tu construis ton outil de travail? Je vais étudier les quasars. Tu sais ce que c'est, les quasars? Oui, bien sûr, répondit Stephen sur un ton légèrement condescendant. On les étudie en détectant les ondes radio qu'ils émettent et on va chercher à déterminer quelle dimension ils ont, parce qu'on n'imagine pas qu'ils soient vraiment ponctuels comme des étoiles. Et donc, on est en train de construire un radiotélescope spécial qui va nous permettre d'observer la scintillation interplanétaire. C'est quoi ça, la scintillation interplanétaire? Demanda Stephen, qui paraissait réellement intrigué. C'est un phénomène qu'a découvert mon patron il y a une dizaine d'années. Les ondes radio sont perturbées quand elles traversent les rayons cosmiques qui sont produits par le Soleil dans le système solaire. Et ça produit une scintillation, tu vois, une variation très rapide du rayonnement radio. Et il a été montré que l'amplitude de cette scintillation dépendait directement de la taille de la source. On va donc pouvoir avoir une idée de l'étendue des quasars grâce à ce radiotélescope. On pourra détecter des variations d'ondes radio très rapides, sans doute pour la première fois. Aucun autre instrument n'est capable d'enregistrer ça. Ça ne te dira pas grand-chose sur l'univers, répondit Stephen. Mais si, on saura quelle est la taille des quasars. Ça vous avancera à quoi? Stephen répondait à Jocelyne avec un ton peu amène, mais Jocelyne ne s'en offusquait pas et défendait son travail comme elle pouvait.
On pourrait aussi te demander à quoi ça va servir de savoir qu'il existe forcément des singularités, répondit Jocelyne. Et est-ce que tu as un avis sur la nature des objets que sont les quasars? C'est très important de comprendre ce que ça peut être. Et pour ça, il faut bien effectuer de nombreuses observations, les plus différentes possibles, pour obtenir des nouvelles informations. C'est probablement pas avec un crayon et un papier qu'on y arrivera. Pas si sûr. Stephen buvait le verre de bière que leur avait donné Jane à chacun avant de s'affairer dans la petite cuisine. Le jeune homme brun, qui arborait des lunettes imposantes, avait des gestes étranges, un peu abrupts, et on avait l'impression qu'il avait par moments du mal à porter son verre à sa bouche. Alors c'est quoi ces quasars, hein? Je t'écoute. Des trous noirs. Des trous noirs? Des astres effondrés gravitationnellement? Mais ça peut pas rayonner. Le trou noir lui-même, évidemment non, il ne rayonne pas, mais tout ce qui est autour et qui est en train de tomber dedans, oui. Et ici, ça ne serait plus de simples étoiles effondrées, mais des très grands trous noirs, très très grands. Grands comment? Relance la Jocelyne, qui était surprise par la réponse péremptoire du jeune étudiant. Il suffit de faire le calcul. On connaît la distance de 3C273 et sa luminosité, donc on connaît l'énergie qu'il produit de manière isotrope. Si l'émission est isotrope, le coupa Jocelyne. On va faire l'hypothèse que c'est isotrope. C'est une hypothèse très raisonnable, n'est-ce pas? Ok, allons-y. En gros, on arrive à une énergie rayonnée qui est égale à plusieurs milliards de fois ce que rayonne une étoile normale. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour convertir de l'énergie? Je ne sais pas. La gravitation. L'énergie de masse peut être convertie en rayonnement beaucoup plus efficacement dans un champ gravitationnel que dans les réactions nucléaires des étoiles. Pour rayonner cette quantité d'énergie, on a besoin d'une certaine quantité de matière qui tombe sur un trou noir très massif. Tu as déjà fait le calcul? Lui demanda Jocelyne. Oui, il y a un petit moment. Quand tout le monde commençait à se demander ce que pouvait être 3C273 à cette distance de 2 milliards d'années-lumière. Et alors, il ferait quelle masse, ce très grand trou noir? Environ 800 millions de fois la masse d'une étoile, répondit Stephen. Quoi? 800 millions de fois plus massif qu'une étoile? C'est ce que nous dit le calcul. Et comment c'est possible? Il n'existe pas d'étoile aussi grosse. Comment un astre effondré aussi gros pourrait exister? Répliqua Jocelyne. Jane les écoutait avec amusement. Elle avait rarement vu Stephen parler d'astrophysique. Il connaissait tellement de choses. C'est une sorte de singularité locale de l'univers, répondit Stephen. En tout cas, ça n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de matière tombant dans le trou noir pour produire la luminosité qui est observée. Il suffit que du gaz tourne suffisamment vite et produise de la friction lorsqu'il tombe vers le trou noir et ça suffit. Tu en parles dans ta thèse? Demanda Jocelyne. Non, je ne parle pas des singularités locales, je m'intéresse surtout aux singularités initiales et finales, le début et la fin de l'univers, si tant est que le temps existe réellement au moment des singularités. Mais ça pourrait être un sujet très intéressant du point de vue théorique. Si tu penses vraiment que les quasars puissent être des trous noirs démesurés, il faudrait démontrer que de telles choses puissent vraiment exister et montrer par quel mécanisme physique on pourrait arriver à des masses aussi énormes. Je crois que si tu n'avances pas plus, c'est parce que tu manques de données d'observation sur ces objets. Par exemple, dans ton calcul, tu considères que l'émission est isotrope. Mais le résultat serait complètement différent si au lieu d'être isotrope, ce qu'on voit est en fait comme un faisceau qui se trouve dirigé dans notre direction. Ça serait très différent. Alors là, très différent. Hein. Et pour en savoir plus sur la forme de cette émission, nous autres observateurs, notre rôle est fondamental.
dit Jocelyne, en pensant prendre l'ascendant sur celui qui semblait si sûr de lui. Ce qui est certain, c'est que je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que la gravitation, qui pourrait être à l'origine d'un tel rayonnement. On finira bien par savoir, tôt ou tard. Mieux vaudrait tôt que tard, reprit Stephen. Au fait, tu as déjà trouvé le titre de ton manuscrit demanda Jocelyne. Oh oui, en fait, j'ai commencé par ça l'année dernière. Le titre, c'est Properties of Expanding Universes. Au pluriel, tu parles de plusieurs univers. Ah oui, qui sait? Il existe peut-être plusieurs univers qui ont chacun leur propre propriété, répondit Stephen. On pense connaître un peu le nôtre, mais d'autres pourraient être différents, avec un début et une fin différents, ou peut-être un univers qui ne cesse de s'étendre et de se recontracter à l'infini, et il serait un peu différent à chaque fois. Mais avec la même gravitation quand même. Tu as vu juste. Le point commun de tout ce que je peux imaginer, c'est l'espace-temps de Einstein. Je ne travaille que dans ce cadre. Après un bref silence, Stephen Hawking reprit la parole. Et il se trouve où ce radiotélescope en construction? Ah, c'est pas très loin d'ici, à une dizaine de kilomètres dans la campagne, répondit Jocelyne. Et il sera prêt bientôt? Oh non, il est très grand, hein, il fait plus de 450 mètres de longueur sur un peu moins de 50 mètres de largeur. Et on installe 2048 récepteurs en tout. Pour l'instant, on en a mis en place 198. On y travaille tous les jours. J'ai calculé qu'on pourrait commencer à observer les quasars en juillet 1967. Il ne te restera qu'un an de thèse, c'est ça? Un petit peu plus, ouais. Ça va être court pour faire des découvertes. Après tout, qui sait? Peut-être que tu vas découvrir des signaux bizarres qui viendront des petits hommes verts. Stephen riait, sans qu'on puisse savoir si c'était ironique ou sérieux. Au moins, nous, les observateurs, on peut faire des découvertes inattendues de ce genre, contrairement à vous, les théoriciens, répondit Jocelyne. En tout cas, si jamais tu détectes des signaux provenant d'une autre planète, j'aimerais que tu me préviennes en premier, répliqua Stephen, dont on ne savait toujours pas le degré d'ironie. Ok, si tu es toujours dans le coin dans 2 ans, je te montrerai mes signaux d'extraterrestres, souriait Jocelyne. Je ne sais malheureusement pas où je serai dans 2 ans, répondit Stephen avec un air soudain grave. Tiens, j'ai une question qui n'a rien à voir avec tout ça, enchaîna Jocelyne. Tu préfères John, Paul, Ringo ou George? Stephen la regarda quelques secondes sans rien dire, sous l'œil amusé de Jane qui se tenait derrière lui. John, définitivement. John, oui. John Wheeler. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Je savais que tu allais refaire cette blague, je le savais. Jane sautillait en riant. Il l'a déjà faite il y a à peine une semaine quand on lui a posé la même question. Jocelyne n'avait pas compris la réponse de Stephen qui se voulait a priori drôle. Elle répondit du tac au tac, sans rire. Ils ont un nouveau membre dans le groupe? Stephen esquissa un sourire. Tu ne connais peut-être pas John Wheeler, c'est un physicien théoricien américain qui a beaucoup travaillé sur la gravitation. C'est un maître pour moi. J'aurais beaucoup aimé faire ma thèse avec lui. Il a connu Einstein et il a travaillé avec Bohr, tu te rends compte? Mais bon, s'exiler à Princeton, je préfère quand même rester dans notre beau pays. Et puis, mon patron est aussi très brillant sur le sujet. J'en conclus que tu préfères nettement la physique aux Beatles, hein, n'est-ce pas? Probablement, répondit Stephen. Il laissa 2 secondes de silence, puis continua. Et peut-être que Jane te l'a dit, mon anniversaire, c'est le 8 janvier. Je suis né en 42. C'est exactement 300 ans après la mort de Galilée.
N'est-ce pas curieux pour quelqu'un qui aime la physique? Bah, c'est une probabilité de 1 sur 365, non? Moi, je suis né le 15 juillet 43. Il paraît que c'est 60 ans après que Einstein a parlé pour la première fois. Très drôle. Et moi, le 20 mars, vous avez un physicien connu pour moi? Demanda Jane en gloussant. Le 20 mars? Mais c'est vrai, je n'avais même pas fait le rapprochement quand on avait fêté ton anniversaire. Que je suis bête! S'exclama Stephen. Pourquoi, il y a quelqu'un de connu qui est mort à cette date? Demanda Jane. C'est qui? Les deux jeunes filles étaient tournées vers le jeune physicien qui semblait un peu rougir. Après un silence un peu long, il déglutit et dit Sir Isaac Newton, mort le 20 mars 1727, ce qui fait exactement 217 ans avant ta naissance, jour pour jour, répondit Stephen. Waouh! C'est fou ça! Reprit Jocelyne. J'espère que vous ne croyez pas dans la réincarnation des hindous. Monsieur Galilée va épouser Madame Newton. Mais c'est carrément explosif. Ça me fait un peu peur maintenant, dit Stephen en posant lentement son verre. Après avoir passé quelques semaines de congé en Irlande, Jocelyne était rentrée fin août à Cambridge pour poursuivre l'installation de l'IPSA, comme il l'appelait officiellement. Tous les éléments étaient maintenant arrivés et stockés dans le plus grand hangar, celui qui se trouvait le plus près du terrain. Les moutons avaient encore été amenés pendant quelques jours pour préparer la zone qui devait accueillir les rangées 3 et 4. Le travail que faisaient Robin Collins, Don Rolfe et Jocelyn était répétitif. Les poteaux en bois étaient plantés dans le sol à l'aide de gros marteaux. Chaque récepteur était fixé exactement de la même façon sur son support. Les câbles étaient déroulés exactement avec la même longueur et tirés soigneusement pour qu'ils soient tendus et forment un réseau avec la bonne densité à 2 mètres de hauteur. L'avantage de ces tâches répétitives était qu'une fois que l'on avait pris le pli, aucune erreur ne pouvait arriver. Les 16 rangées devaient être strictement identiques, tout comme l'étaient les 128 dipôles sur leurs pylônes de fixation. Ce jour-là, il pleuvait plus que d'habitude. On en a encore pour 2 ans à faire ça, dit Robin. Eh oui, tu trouves déjà le temps long? Demanda Jocelyne. On n'est pas assez nombreux, c'est pas normal d'être que 3 pour faire ça. Et tu perds beaucoup de temps, c'est pas un travail pour une étudiante, franchement. Ah, mais moi j'aime bien, répondit Jocelyne. Eh oui, il est bien gentil, mais je crois qu'il est surtout bien content d'avoir trouvé de la main-d'œuvre qui ne lui coûte pas grand-chose. Moi, je trouve que c'est normal, hein, j'effectue le travail qui doit être fait. Ça fait partie de ma thèse, répondit Jocelyne calmement. Tu devrais peut-être te méfier un peu de lui parfois, ajouta Don. Je le connais depuis plus de 10 ans, et je pense qu'il n'hésiterait pas à exploiter non seulement ta force de travail, mais aussi ce que tu pourrais créer en termes de science pure. Comment ça? Eh oui, il est un peu du genre rapace, hein, répondit Robin, si tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, Ryle est un peu pareil, hein. Ils s'entendent bien, ces deux-là. C'est sans doute pour ça. Ils sont pareils. Des profiteurs. Des profiteurs? Répondit Jocelyne, tout en connectant soigneusement les câbles qu'elle tenait fermement. Tu crois que c'est Ewish qui a eu l'idée de l'IPSA, au départ? Dit Don. Bah, c'est ce qu'il m'a dit, répondit Jocelyne en déroulant le filin métallique qui servait à relier 2 pylônes consécutifs. C'est ce qu'il t'a dit. Ben, en fait, non. C'est pas lui. C'est Scott. Paul Scott? Bah ouais. Il a donné son idée à Ewish. Il aurait jamais dû. Le réseau de Scott était un tout petit peu différent. Il m'en avait parlé de son idée. Ewish a rajouté 2-3 trucs, mais il dit maintenant partout que c'est lui le concepteur génial de l'IPSA. Ça alors? Avec Ryle, ils font la paire. En fait, ils se soutiennent l'un et l'autre depuis la fin de la guerre. Pourquoi Lovell ne les a pas suivis à Cavendish alors qu'ils travaillaient tous les trois ensemble sur le radar pendant la guerre, hein?
Tout simplement parce que Lovell ne supportait plus leur arrogance. Il a préféré construire son propre observatoire de son côté, et il a certainement eu raison. J'aurais dû le suivre, continua Don. Tu travaillais avec eux pendant la guerre? Eh oui, mademoiselle. Je les connais bien, ces trois-là. Tu sais que j'ai passé l'été dernier à Jodrell Bank? Moi aussi, je connais Sir Bernard. Enfin, certainement moins bien que toi. Il n'a pas que des bons côtés non plus, hein. Apparemment, il n'aime pas voir traîner des femmes dans son observatoire. Mais bon, même s'il n'a pas voulu m'accepter en thèse, j'ai beaucoup aimé travailler sur un radiotélescope parabolique. Ça change de l'interférométrie. C'est sûr que c'est pas les mêmes techniques, répondit Robin. Je vais quand même demander à mon patron ou à Monsieur Ryle si on peut avoir quelqu'un de plus pour nous aider, répondit Jocelyne. Monsieur Ryle. Eh, pas de chichi ici, tu peux l'appeler Martin. Tout le monde l'appelle par son prénom, notre chef, hein, rétorqua Robin. En tout cas, tu peux toujours essayer, ça ne coûte rien, mais je connais déjà la réponse, grommela Don.